Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la route d'Occitanie. Dépêche du Midi, également co-organisateur de organisateur de cette course bénévole. Ce sont des organisateurs bénévoles sur la route d'Occitanie, la Dépêche du Midi. C'était la 47e édition de cette course. C'est la première fois que j'arrive à la voir en même temps que le Tour de Suisse ou que le Dauphiné. Et parce que normalement je la regarde en décalé, vraiment. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de cette épreuve. C'était 4 étapes dans les Pyrénées, voilà, pour cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez réussi à voir cette course. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, il y aura également de la F1 et de la moto. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche et vous pouvez, si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, faire un super thanks et si vous voulez soutenir la chaîne EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, l'histoire du sport, Amazon, Deezer, Spotify, Google et puis du côté de TikTok en ce moment c'est calme, on va revenir sur les sélections pour ce prochain Tour de France. La route d'Occitanie, Dépêche du Midi, bien course assez sympa, même si on n'avait pas une grosse liste de départ. Alors j'avais le souvenir, moi, que la route d'Occitanie, c'était pas accolé au Tour de Suisse, mais que c'était une semaine après. Mais peut-être que cette année, on a un mois de juin qui est atypique. Mais j'avais le souvenir pour moi qu'il y avait le Dauphiné, le Tour de Suisse la semaine d'après, et que la semaine encore d'après, on avait route d'Occitanie, Tour de Belgique et Tour de Slovénie qui avaient lieu ensemble. Alors je ne sais pas si c'est parce que le mois de juin cette année est encore plus condensé au niveau calendrier, mais on s'est retrouvé avec toutes ces courses-là en même temps, ce qui fait qu'au niveau liste de départ, forcément, pour les équipes françaises, c'était compliqué, mais même, imaginons, les équipes belges ne pouvaient pas venir sur cette route d'Occitanie, donc c'était pas forcément évident pour toutes les équipes de venir avec une grosse liste de départ, avec des grosses formations, parce qu'il y avait un peu trop d'épreuves en même temps. Donc ce qui fait qu'on n'a pas eu forcément une énorme bagarre pour la victoire finale. Ça s'est quand même joué sur un duel entre Woods et Christian Rodriguez du côté d'Arkea, qui a fait une bonne semaine. Je ne vais pas en reparler après de Christian Rodriguez, mais qui a fait une bonne semaine de course. Après Christian Rodriguez, c'est un coureur qui est capable de faire des top 10, des top 15. Mais à partir du moment où vous avez une grosse adversité, ça devient compliqué pour un coureur comme Christian Rodriguez. Il a fait même une interview où il disait qu'en France ça se passait bien pour lui, qu'il avait peut-être moins la pression que dans d'autres formations, que s'il était dans une formation espagnole, et que les courses françaises ça lui convenait bien et qu'il avait un peu moins la pression, donc c'était pas plus mal pour lui. Donc il y a eu ce duel, mais on a bien senti que Woods était une jambe au-dessus. Au niveau des sprints, il y avait par contre du beau monde. Et puis, on a vu des belles choses comme cette semaine. Il y a quand même des petites choses à retenir sur cette route d'Occitanie. Du côté de l'organisation, c'est compliqué parce que ce sont des bénévoles. Donc, c'est vrai qu'organiser une course par étape avec des bénévoles, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal en termes d'organisation. Sauf deux aspects. C'est qu'on a eu des voitures en contresens qui n'étaient pas bien garées. Voilà, pas suffisamment bien garées, et ça peut être dangereux, on le sait. Et puis au niveau des motos, notamment des motos photos qui étaient beaucoup trop proches à certains moments des coureurs. On a vu 2-3 fois des coureurs bousculer ou avoir peur parce qu'une moto était un peu trop proche d'eux. Donc ça, c'est des choses à corriger. On sait que les motos, surtout que c'est pas là où vous allez forcément faire les plus belles photos, c'est parce que vous allez être proche de votre sujet que vous allez faire des bonnes photos, où vous allez bien filmer au niveau de la caméra. Il y a une distance à respecter minimum, et notamment plusieurs fois avec la moto, c'était un peu trop court, je trouve, au niveau de cette distance, mais sinon la course est plutôt bien organisée.
Surtout quand on compare à d'autres épreuves de ce même niveau. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Michael Woods. Bonne semaine pour lui. Sur l'étape, l'arrivée au sommet, bon, il a vraiment géré sa montée comme il le souhaitait. C'était assez étonnant parce que quand on regarde le Mont Ventoux dénivelé challenge, j'ai regardé le Mont Ventoux dénivelé challenge. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo dessus, mais j'ai regardé la course avec la victoire de Lenny Martinez. Michael Woods fait énormément de boulot dans le final, en restant devant, en faisant des accélérations progressives. Et il n'arrive pas à se séparer, notamment de Lenny Martinez, qui a très bien couru, malgré le fait qu'il se soit fait un petit peu tasser par Woods au niveau du sprint, et il s'est quand même un peu planté sur cette épreuve-là, et je pense qu'il avait envie de se refaire la cerise sur l'arrivée au sommet et de montrer à tout le monde qu'il était costaud. Et il a couru de manière beaucoup plus intelligente, parce qu'il s'est beaucoup servi du travail que faisait Christian Rodriguez. Ça a même énervé un petit peu Christian Rodriguez, qui je pense est sorti un petit peu à un moment de sa course, et ça a profité à Woods. Il s'est bien servi aussi du travail de son équipier Domenico Pozzovivo, qui reste quand même pas mauvais, hein. Je rappelle Pozzovivo, quand vous savez ce qu'il a connu dans sa carrière, qu'il est encore là à plus de 40 balais, c'est assez exceptionnel. Et Woods reste un très bon coureur, même si c'est vrai que... Alors, c'est pas que ses meilleures années sont passées, parce que je pense qu'il peut encore faire des belles choses, mais forcément, aujourd'hui, Michael Woods, il a 36 ans, je crois, de mémoire. Forcément, il n'a plus les qualités d'explosivité qu'il pouvait avoir il y a encore 3 ou 4 ans. Les qualités d'explosivité, on les perd au fur et à mesure du temps. C'est vrai que c'est un peu le souci de Woods, à lui de courir différemment. Je pense qu'il a décidé de courir un petit peu différemment, on va voir si ça marche bien pour Michael Woods. Mais c'est une belle semaine, deuxième victoire sur cette épreuve. L'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a pas de contre-la-montre, parce qu'on sait que c'est vraiment un de ses gros défauts. Après, Woods, sur le prochain Tour de France, ça peut être un coureur qui peut tenter des choses, je pense, sur des échappées, hein. Voilà, il a des qualités en montagne qui peuvent lui permettre d'aller chercher des victoires sur une ou deux étapes. Ça serait vraiment très bien pour lui. Lui qui est dans sa dernière année de contrat pour le moment avec Israël. Je ne sais pas s'il le renouvelle. Michael Woods, 36 ans, mais il a commencé très tard, hein, encore une fois chez les professionnels. C'est un coureur qui a commencé en 2013 dans le team Garneau québécois, où il y avait Alexander Cataford notamment dans cette équipe. Et donc il a commencé extrêmement tard. C'est assez surprenant, mais c'est un mec qui a commencé à 25-26 ans. Il n'a que 10 ans de carrière aujourd'hui, hein, dans le cyclisme. Après, c'est vrai que parfois vous êtes un peu fatigué. 6e du dernier Tour de Catalogne. 20e de Tirreno, 14e de la Faune Ardèche Classique. Et puis là, donc, vainqueur de la Route d'Occitanie. 2e de la Mont Ventoux. Puis ça met en confiance pour un coureur comme ça, avant le Tour de France où il est prévu, du côté de cette épreuve, du côté de Michael Woods, où je pense qu'il fera des très bonnes choses. Coureur qui est né du côté de Toronto, au Canada, Michael Woods, et on espère vraiment que il y a encore des bons résultats. Ça fait depuis 3 ans, hein, qu'il est chez Israël, depuis 2021. On va voir s'il va prolonger avec cette formation. Je n'ai pas eu d'informations là-dessus du côté de Michael Woods, mais c'est une belle semaine. Et puis on a vu que sur l'étape la plus compliquée, il était devant à Nestes, au Cap Nestes. Je crois qu'on doit dire comme ça. Parce que ça, j'ai regardé la course en anglais, qu'au niveau des prononciations, je ne suis pas sûr. Parce que j'ai eu un magnifique Saint-Michel Maviche Aubert 93. On me fait chier avec la prononciation, je sais pas pourquoi, je ferais pas chier les Anglais, nom de Dieu. 18e du côté de l'étape de Saint-Géron. Saint-Géron, je pense même plutôt. Et puis 8e à Gruissant, sur une étape où il y avait pas mal de bordures le premier jour. Donc il s'est bien comporté sur cette semaine de compétition.
Donc on le reverra sur le Tour de France. Je ne sais pas ce qu'il fera après le Tour de France et les classiques canadiennes. Ensuite, puis peut-être derrière le Tour de Lombardie, enfin pour Michael Woods, qui a une particularité d'avoir 13 victoires dans sa carrière, mais pas forcément une grande classique World Tour, alors qu'il a les qualités pour aller remporter une grande classique World Tour. Seulement 2 victoires d'étape sur les grands tours également. Voilà, il a parfois raté le coche. C'est aussi un coureur qui n'a que 9 grands tours à son actif, 4 Vuelta de Giro, 3 Tours de France. Donc c'est vrai que ça n'a pas permis non plus d'aller chercher des grands résultats parfois. Coureur qui est arrivé en 2016 en World Tour aussi, qui est arrivé très tardivement. Voilà, en 2016, il avait déjà 30 ans quand il est arrivé en World Tour. Encore une fois, comme je vous disais, voilà, il a une carrière assez atypique. Michael Woods arrivé à maturité assez tardivement. On poursuit du côté des coureurs au top, avec Jason Tesson. Pourquoi je mets Jason Tesson? Très belle victoire d'étape. Alors, il n'a pas pu la savourer, parce que c'était le jour où on a appris la mort de Gino Meder. Mais j'ai regardé attentivement le sprint, et je l'ai revu j'ai pu le revoir assez décrypter le sprint. Vraiment, c'est pas simple. Il a réussi à se placer en costaud, alors qu'il y a Sandy Dujardin, mais Sandy Dujardin est un peu dépassé par les événements, et il décide de prendre la route Viviani. Et je pense qu'il s'est placé vraiment au bon endroit, au bon moment. Il a eu vraiment une bonne science du timing. Et pourtant, Jason Tesson, le début de saison n'est pas forcément à la hauteur de ses attentes. Je pense que du côté de Total Energy, on était peut-être aussi un petit peu déçus par rapport aux saisons qu'il avait réalisées chez Saint-Michel. Mavic Aubert 93, à l'époque Saint-Michel Aubert 93, il n'y avait pas Mavic comme co-sponsor. Et c'est vrai qu'il n'avait pas les résultats au niveau de ses attentes. Mais l'étape numéro 2, il la gagne vraiment en costaud. Il fait un super boulot sur cette étape-là, surtout que la veille, il n'est pas dans la bonne bordure. Donc c'est vrai qu'il est obligé de laisser le travail à Sandy Dujardin. Et là, il a réussi à faire vraiment un super job quand il prend vraiment avec autorité la place dans la route Viviani. Et ensuite son sprint vraiment costaud. Sprint aussi assez long, je pense qu'on était sur un peu plus de 250 mètres de sprint pour Jason Tesson, mais qui fait un sprint parfait sur cette étape-là. Et donc une belle victoire qui doit lui faire du bien à Jason Tesson, parce que c'était pas forcément l'idéal jusqu'à maintenant. Pour le coureur français, il n'y avait pas eu forcément des super résultats. Ça fait une nouvelle victoire, une première victoire avec la Total Energy. Et je me disais, parce que là on parle beaucoup d'Arnaud Démare en ce moment, qui est en fin de contrat avec Groupama et qui va quitter Groupama. Et c'est normal vu comment on l'a traité, je pense, sur le Tour de France. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé en interne, mais c'est un petit peu dommageable quand ça se passe comme ça. Et que Marc Madiot des fois me fait penser à Jean-René Bernaudot. Très clairement, la situation entre Marc Madiot et Arnaud Démare, ça me fait penser à la situation entre Jean-René Bernaudot et Brian Cocard sur sa dernière saison, où pour punir Brian Cocard, il lui avait dit qu'il ne ferait pas le Tour de France. Ça a été totalement pareil avec Arnaud Démare, alors que, encore une fois, pour moi en tant qu'équipier, il pouvait faire des choses, Arnaud Démare, et il avait démontré aussi qu'avec un seul poisson pilote, il pouvait faire des bonnes choses. Bon, ils ont décidé de prendre Thibaut Pinot. C'est pas forcément facile d'enchaîner Tour de France Tour d'Italie, Tour de France. On verra comment va gérer Thibaut Pinot. Mais je pense qu'il y avait des choses à faire avec Arnaud Démare. Bon, on n'a pas voulu prendre le risque du côté de la Groupama. Mais je me disais qu'Arnaud Démare, il y a des équipes qui lui tournent autour, notamment la Lidl Trek, qui aura plus de moyens et qui veut peut-être avoir un autre sprinter avec Pedersen, parce qu'on ne peut pas dire que Berasturi ça a énormément marché. Vous avez d'autres équipes françaises qui pourraient être intéressées. Mais je peux parler d'équipes françaises. Total Energy pourrait être très intéressé par Arnaud Démare.
Je me dis qu'il y a une possibilité de faire un train, notamment avec Sandy Dujardin, notamment avec Jason Tesson, notamment avec Anthony Turgis aussi. Donc il y a la possibilité de faire un beau train pour cette équipe. Qu'Arnaud démarre, donc il aurait la certitude d'avoir un train. On sait très bien que Total Energy va avoir de l'argent un petit peu dans les caisses parce que avec Sagan qui part, ça va être intéressant. Que tu as du Danielos aussi, par exemple, ou Bonnard pour le train. Ça peut être vraiment une équipe qui peut être intéressante pour Arnaud Démare, où tu sais que tu seras le leader unique de la formation. Tu sais aussi que tu vas faire le Tour de France, que Total Energy a besoin de points. Et ça serait une belle ouverture pour cette formation. Après, bon, il y a d'autres équipes. Hein. On peut penser à Arkea aussi, parce que Boigny, pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Nasser Boigny, chez Arkea, enfin, l'année est compliquée. Le problème, c'est qu'il est en fin de contrat. Cofidis, je ne le vois pas aller chez Cofidis, parce que vous avez Brian Cocard, à part si c'est dans la même optique, d'avoir un autre sprinter. Mais ça voudrait dire que Chimolai et Consoni seraient obligés de se mettre à son service, et à Walscheid aussi. Je pense que chez Cofidis, c'est un peu trop de monde. Mais c'est vrai que Lidl Trek peut être une bonne option. AG2R aussi peut être une option, même s'ils n'ont jamais vraiment emmené de sprint. Mais avec le départ de Van Avermaet, là aussi, il va y avoir du budget salaire en plus. Pourquoi pas aussi aller chez Total Energy. Ça peut être une option pour Arnaud Démare. Et avec un Jason Tesson, ça peut être aussi des bons poissons de pilote. Et ça peut faire progresser Jason Tesson également aujourd'hui. On poursuit, on termine avec Simon Kerr, qui a remporté une belle étape. Simon Kerr le dernier jour, où il a bien résisté avec Lars Vandenberg. Mais moi, je trouve que Simon Kerr, il a vraiment pris une caisse cette année. Il a vraiment progressé. On attendait à ce qu'il progresse, mais sa victoire sur le Tour des Alpes, où il est pendant 3 jours en échappé, il a vraiment progressé pendant l'intersaison. On le voit beaucoup plus performant aujourd'hui et c'est vraiment super. Deuxième victoire en cette année 2023. Troisième du CIC Mont Ventoux sur une arrivée quand même qui n'était pas simple. Alors certes, il n'y avait qu'un passage sur le Mont Ventoux, mais c'était quand même pas évident. Il montre enfin son talent, il montre enfin son niveau. C'est vrai que c'est un coureur qui a mis du temps, je dirais, à être performant. On disait qu'il était très très prometteur, mais on le voyait pas forcément. Bien, je trouve que cette année, il passe vraiment un cap, et ça, c'est très très bien. Alors, c'est pas un mec qui va aller gagner un Tour de France, Simon Kerr, mais je trouve que, voilà, pour aller chercher des étapes, c'est vraiment un mec qui a progressé, et c'est très intéressant. En contrat jusqu'en 2024 avec EF, et puis EF confirme tout ce qu'on avait vu sur le début de saison. C'est quand même une équipe qui enchaîne les résultats. Ils sont à combien de victoires en cette année? EF, ils ont déjà 19 victoires EF, 2 victoires sur cette route d'Occitanie, Carapace qui a remporté la Mercantour Classique aussi, mais c'est vraiment voilà, une très très grande année pour cette formation. 19 victoires, ça doit être plus que l'année dernière, quasiment sûr. Oui, ils étaient à 9, voilà. Donc c'est plus que l'année dernière. Ils ont fait déjà 2 fois plus de victoires. On n'est même pas encore en juillet. C'est vraiment plus la même équipe. Cette formation, il y a vraiment eu voilà, des grands changements pour cette équipe, et ça c'est vraiment très 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 bien pour cette formation EF. Il y en avait besoin quand même, parce que c'était une équipe qui était un petit peu en difficulté depuis quelques temps. Il y avait besoin vraiment de changer un peu la manière de faire de cette formation, et ça progresse. C'est intéressant de voir que cette équipe revient au top niveau. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On continue avec les bonnets d'âne sur cette route d'Occitanie. J'ai mis 3 bonnets d'âne. Je commence avec le premier, c'est Viviani. 2 sprints ratés pour Viviani. Et pourtant, enfin là c'est compliqué Viviani d'en parler, parce que c'est un coureur qui avait des très bonnes qualités.
mais on a l'impression que sur la route, ça marche plus du tout. C'est un mec qui est capable sur la piste de faire des choses incroyables. On l'a vu notamment au dernier championnat d'Europe sur l'élimination. Il est capable d'enchaîner à la fois la course sur route et l'élimination dans la même journée. Mais aujourd'hui, sur la route, ça ne marche plus, Viviani. Alors on est totalement dans la stratégie, dans la manière de courir plutôt, du mec qui n'est pas en confiance. Je dis toujours, mais un sprinter, c'est comme un attaquant au foot. Quand ça claque pas de course pendant une grande période de temps, ça cogite et ça fait des erreurs. C'est pareil avec un attaquant au foot, c'est quand il marque pas de but pendant une longue période, il commence à cogiter et ensuite il fait du n'importe quoi dans sa manière de tirer. Viviani, c'est totalement ça. C'est-à-dire que je vois pas comment Ganna et Plapp peuvent faire un meilleur travail que ce qu'ils ont réalisé. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait du très bon travail. Plapp et Ganna. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire mieux aujourd'hui. Là, vraiment, on est au top du top de l'organisation. Avec un train à 3-4 coureurs, c'était compliqué de faire mieux. Sur une course où, encore une fois, l'opposition était, au niveau des sprints, au niveau de cette liste de départ, modeste. Normalement, Viviani doit en claquer 2. Peut-être pas 2, mais il doit au moins claquer une victoire. La manière dont Viviani a sprinté dans les 2 cas, c'est catastrophique. C'est vraiment, il fait un sprint cata la première fois. La deuxième fois, il lance, mais je pense 50 mètres trop tard. Il se fait enfermer dans tous les sens. Ça lui coûte la gagne. Et en plus, il se fait déclasser le premier jour parce que son sprint est régulier. Et oui, le sprint est, il se décale beaucoup plus, beaucoup trop. Et ça gêne d'autres coureurs. Les coups de casque, on va dire, les coups d'épaule dans les 200 derniers mètres. C'est pas bon pour Viviani et il a plus aucune confiance sur la route. Je le regardais même, Viviani, il a du mal à accrocher, encore une fois, les roues de son train, mais c'est un truc qui est récurrent depuis sa dernière année chez Quick-Step. Il n'arrive pas à tenir la roue de son train. Il n'arrive plus à le faire, et c'est un coureur qui est vraiment... sa dernière victoire, c'est c'est la Croix Race, sur une étape où il n'y avait pas besoin d'avoir de train, vu comment c'était le bordel dans le final. Sinon, dès qu'il est face à une grosse opposition, il n'est plus là, Viviani. Et c'est dommage parce que c'est un coureur qui avait d'énormes qualités, qui était vraiment un coureur très talentueux, qui a fait parfois des miracles en plus dans sa première partie de carrière quand il était chez Cannondale. Il n'avait pas forcément beaucoup d'aide à l'époque. Aujourd'hui, Viviani, il fait plus grand-chose, quoi. Enfin, c'est terrible. Et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il se concentre sur la piste, en fait, que faire de la route, c'est compliqué. Alors, on sait que avec Ineos, il y a de l'aide pour qu'il fasse de la piste, mais là aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on continue à le mettre sur la route, alors qu'on voit très bien qu'il n'a plus les qualités pour être performant sur les épreuves sur route. Deuxième flop, c'est Guerrero. Je m'attendais à un peu mieux de Guerrero. Quand j'ai vu la liste de départ de Movistar, je l'ai regardé avant de regarder la première étape, je vois Rubio, je me dis, Rubio, il est quand même... il a fait le Giro, ça commence à être pas facile pour lui physiquement. Il a enchaîné quand même des jours de course sur une période assez restreinte. La route d'Occitanie, j'avais même envie de dire, c'est pas un cadeau pour Rubio. Sosa, c'est pas si incroyable que ça. Et puis je voyais Guerrero. En plus d'Ossard 1, je me dis, Guerrero, c'est une belle carte. C'est un coureur qui peut faire des bons résultats sur ce type d'épreuve, qui passe bien la montagne. Face à Woods, en plus, ça peut vraiment nous donner une belle opposition. Et puis, non. Jamais vraiment dans le coup. C'est même assez inquiétant pour Guerrero, parce que quand on voit ses résultats, notamment l'année dernière sur le Dauphiné, où il fait 4 et 5, je crois, des 2 arrivées au sommet, quand on voit ce qu'il a fait sur d'autres courses l'année dernière, on se dit qu'il est en retard par rapport à ses temps de passage. Et comme Enric Mas n'a pas fait non plus un grand Dauphiné, alors peut-être il aurait eu une gastro, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Alors là aussi, il n'avait pas couru depuis Liège, donc peut-être un stage en altitude qu'il a mal géré
la redescente de son stage en altitude. Peut-être que ça a été compliqué. Mais c'est vrai que je trouve que Ruben Guerrero, un petit peu en difficulté avant ce Tour de France, c'est pas très rassurant à 2 semaines du Tour de France. Il va falloir trouver des petits trucs pour Ruben Guerrero, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué. Sa saison est pas si dingue que ça, parce que je regardais un petit peu en termes de résultats. 9e de l'avant-dernière étape du Tour du Pays Basque. Il fait 23e du général. 3e de Grande Camino. Mais cette année, il fait 3e derrière quand même 2 ogres. Et puis vainqueur du Saudi Tour. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est moins bien. Il n'arrive pas à... Voilà, la classique et la campagne ardennaise n'a pas été dingue. Derrière, sa route d'Occitanie est compliquée. Alors peut-être que on a décalé aussi les pics des formes parce qu'on sait que ce Tour de France étant tellement difficile que dans toutes les équipes, on s'est dit qu'il ne faut vraiment pas être en forme en première semaine. Mais c'est pas forcément facile pour Guerrero. Et puis bon, il ne faut pas trop non plus décaler son pic de forme. Parce que je rappelle aussi, on a un début de course qui va être musclé avec le Pays Basque, avec les Pyrénées au bout de 5 jours de course. Voilà, il va falloir passer ces journées-là. J'ai peur que ça soit compliqué pour Ruben Guerrero en début de course. Du côté de la Movistar, on sait que le Tour de France, c'est presque central dans leur saison avec la Vuelta. Parce qu'on sait qu'en dehors de ces courses-là, ils ont souvent beaucoup de mal à marquer des points UCI. Donc il ne faudrait pas se planter sur ces 2 épreuves. Et puis je termine avec Froome. Je parlais de Sagan sur le Tour de Suisse, qui a une carrière qui finit en autre boudin. Bon, Froome, c'est pas beaucoup mieux. Il est moins bien que l'année dernière. L'année dernière, encore, on avait senti une petite montée en puissance en juin. L'étape de l'Alpe d'Huez n'était pas non plus surprenante par rapport à ce qu'il avait fait en juin. On avait vu un coureur qui arrivait parfois à finir les étapes, pas trop mal classé. Alors, pas au niveau du Froome d'avant accident, ça c'est clair et net, mais avec un petit niveau quand même. Là, cette année, il dit je ne vais pas jouer le général, je vais jouer les étapes. Ça me semble compliqué déjà de prendre les échappées. C'est-à-dire que sur sur cette route d'Occitanie, il finit, je crois, 46e, un truc comme ça. On va regarder le classement chez Israël. Il finit 60e sur 96 ou 97 coureurs à l'arrivée. Donc c'est... Ah non, ça c'est de l'étape, pardon. Il finit 40e, du général, à 16 minutes. Il y a 2 étapes dures quand même sur cette semaine. Ça fait un peu beaucoup, ça fait beaucoup trop. Et moi je pense qu'il aura du mal à aller prendre les échappées. Quand on regarde, Corbin Strong est seulement 8 places derrière. Voilà. Il n'est que 4 minutes devant Corbin Strong au général. Donc ça risque d'être compliqué sur les étapes de montagne de faire quelque chose. Alors même si je pense que cette année sur le Tour de France, il y a pas mal d'échappées qui vont aller au bout, je pense que Froome aura quand même du mal à aller chercher un résultat à la hauteur de ses attentes pour Christopher Froome. C'est dommage, parce que c'est un bon coureur, mais là ça me semble trop compliqué aujourd'hui pour Chris Froome. Et c'est dommage cette fin de carrière de Chris Froome. Alors à part son passage au Tour du Rwanda, c'est quand même pas la dernière partie de carrière auquel on s'attendait, mais 38 ans, grosse blessure, retour qui n'a jamais été facile à faire, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Et ça finit un petit peu en eau de boudin, même si du côté de Froome, ça l'a peut-être rendu plus humain quand même, cette dernière partie de carrière. Moi qui le considérais comme l'un des coureurs les plus antipathiques du peloton, ça l'a rendu un peu plus humain. Mais bon, c'est le seul truc de positif, je dirais, à son passage chez Israël dans sa carrière. Eh bien, nous avons fait le tour de cette route d'Occitanie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!